Bonjour à tous, bonjour Evlal. Aujourd'hui, on va écouter un podcast dans le cadre de l'exposition Eau, un podcast qui va s'intituler Aménagement et pouvoir. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Evlal Raïlisson, qui est historienne, enseignante-chercheuse à l'université d'Antananarivo et qui prépare une thèse autour des Timiamboula, qui sont des oufs, des faiseurs de rois, dit-on. On va pas trop s'écarter de son thème de recherche qui est sur les Timiamboula, qui sont ces fameux faiseurs de rois en Imerne. On va parler de l'eau et d'aménagement du territoire, de pouvoir également. Evlal, peut-être pour commencer, une question. À quoi ressemblait le paysage du centre des Hautes-Terres centrales de Madagascar avant le XVe siècle, c'est-à-dire avant l'installation des Mernes, la création du royaume Merne? Bonjour Thur, merci pour l'invitation. En fait, je voudrais parler d'abord de la périodisation de l'histoire de Madagascar, parce que on ne peut pas parler de l'eau et de l'aménagement sans parler d'une petite introduction, hein. On commence par la période de Vazimb. Pendant cette période, c'est-à-dire avant le XVe siècle en Imerne, on parle de l'Imerne. Le futur Imerne était occupé par des groupes indépendants qu'on appelle Vazimb. Et ces gens-là, c'était surtout des gens qui sont, je peux dire, pas vraiment sédentaires, mais qui se fixent quand même dans certains territoires, qui ne changent pas trop de territoire. Et si on parle d'aménagement, c'est que l'occupation d'un territoire pour ces groupes dépend surtout de la présence de l'eau. Pendant la période sèche, l'eau se fait rare. Ils descendent dans les vallées pour pouvoir trouver de l'eau facilement. Et pendant la saison de pluie, pour éviter l'inondation, et eux, ils remontent en hauteur. Et ils commencent aussi, parce qu'on parle d'aménagement, ils commencent à construire des mindes, des murettes de défense en pierre sèche. Mais c'est pas des barrages, donc c'est pas un système de barrage du tout. Non, c'est pas du tout un système de barrage. C'était un système défensif que eux ils établissent dans leur domaine d'habitat. Mais c'est pas encore, ça n'a rien à voir avec l'eau. Et donc on peut pas encore parler d'aménagement hydraulique à l'époque Vazimb, donc avant le XVe siècle. Non, on ne peut pas encore parler d'aménagement hydraulique. En fait, les rois hydrauliciens commençaient à régner à partir du XVIe siècle. Et dans le premier était Ndjenzak. Mais avant Ndjenzak, il y avait déjà eu son grand-père Ndjemanil, qui a, je veux dire entre guillemets, qui a vulgarisé le travail du métal et qui arrive à construire des outils nécessaires pour les travaux agricoles. Parce qu'on a tendance à dire qu'un Ndjemanil, c'est lui qui a fait fabriquer des sakés. C'est pas seulement des sakés, mais d'autres outils qui sont très nécessaires pour les travaux agricoles, et notamment la bêche. Et son petit-fils, Ndjenzak, qui occupe la colline d'Analamang et qui a donné un autre nom à cette colline, Tanyariv, ou la terre des mille. Il a eu l'idée de faire construire le premier barrage, appelé un Kadmbawok. Le nom n'est pas choisi comme ça, mais c'est vraiment une appellation bien stratégique. C'est-à-dire que pour obliger la population, parce que ça fait partie de la corvée, le Fanpoun, pour obliger la population à travailler, le roi a nommé l'endroit un Kadmbawok, qui existe même jusqu'à nos jours. Et quel était l'objectif? L'objectif, c'est que l'extension des surfaces rizicoles. Mais le problème, ce sont les problèmes d'eau. Le problème d'eau à Tana, c'est pas seulement de nos jours, ça date depuis la période royale. Notamment les deux principales rivières, c'est-à-dire Yikup et Sisaoun. Pour éviter les inondations alors et pour avoir de l'eau pendant la saison sèche, Ndjenzak a creusé le fossé d'Akadmbawok avec ses sujets. Et ce premier travaux va être continué par les successeurs d'Ndjenzak.
les successeurs d'Anjenzak vont continuer les travaux d'aménagement et ainsi sont construites les principales digues de l'Imirn et qui va surtout s'étendre sur la partie ouest de l'Imirn. C'est-à-dire, c'est pour contrôler le lit de l'Ikyup. Il y a à peu près 3 périodes. Je pense que pour simplifier les choses, pour une compréhension facile, c'est simple. Il y a 3 périodes. La période Anjenzak. La deuxième période, c'est la période début 18e Anjemas Naval. Et la dernière que nous allons étudier, que nous allons parler. C'est la période Anjenaponomirna des fin 18e, début 19e. Et juste pour que l'on comprenne, quel est le déclic qui a mené vers ce besoin d'aménager, d'apporter... Alors, il y a la métallurgie, etc., mais qu'est-ce qui a provoqué justement ce besoin d'aménager et de contrôler l'eau ? C'est lié au contexte de l'époque. À part la riziculture, il y a aussi la traite des esclaves. Le royaume Mirn était parmi les principaux fournisseurs d'esclaves qui vont être vendus sur les côtes. Mais les rois Mirn savaient que si on continue à vendre, on n'aura plus personne à la fin. Donc, ils ont eu l'idée que l'essentiel, c'est de travailler la terre. C'est pas d'abandonner la traite, non. Il n'était pas question d'abandonner la traite, mais c'est de trouver déjà un remplacement ou une activité qui sera l'activité principale au cas où la traite ne marchera plus. Et c'est l'un des déclics. Mais aussi les problèmes d'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lié à l'inondation. Au temps d'Anjemas Naval, il y avait une grande sécheresse. Le roi l'appelait Mavuvav, lèvres jaunes. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on n'a rien à manger. On fâche maigre, quoi. Et le roi lui-même n'avait rien à manger. Et c'est pour cela qu'il a décidé de continuer. Et l'objectif, le travail, c'est surtout axé sur l'aménagement de Betsem Tatat. C'est toujours l'aménagement de Betsem Tatat, c'est-à-dire que... C'est une plaine artificielle. C'était un marais au départ. Et parce que quand on dit aménagement, il n'y a pas d'extension territoriale en superficie, mais on travaille avec ce qu'on a. Donc, ce qu'on a, c'est le marais. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est de sécher une partie du marais. Et c'est ça l'aménagement en question. Donc, au temps d'Anjemas Naval, c'était encore aménagement de Betsem Tatat, c'est-à-dire que sécher encore une partie du marais et garder un bassin, parce que quand on dit barrage, il faut barrer. Donc, il y a une partie où il n'y a pas d'eau et une autre partie où il y a la réserve, le bassin. Et c'est pour résoudre ce problème de la famine au temps d'Anjemas Naval que lui-même, il a décidé de faire construire le Vailav, la longue liane, c'est-à-dire que nous appelons même de nos jours Vailav. C'est que l'idée, c'est de faire construire une digue résistante qui résiste à mais aux fortes pluies. Et c'est devenu aussi une démarcation territoriale à la fin du XVIIIe siècle. Donc là, c'est un second, on va dire, c'est une deuxième période de l'histoire de cet aménagement hydraulique. Et alors, on a une troisième qui est à la fin du XVIIIe siècle avec le roi Anjenaponomirn. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Excuse-moi, avant de parler d'Anjenaponomirn, je m'excuse parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. C'est que les œuvres des rois ont été imitées dans d'autres parties de l'Imirn. À l'exemple du seigneur de Namien, Anjiyambulanamb. Anjiyambulanamb, parce qu'à Namien, il y a la rivière Imamb.
Et pour protéger l'Imambe, pour protéger les rizières de cette partie de l'Imerne, le roi Ndjiamboula a fait construire une digue qui porte son nom et qui existe même jusqu'à nos jours, la digue d'Ndjiamboula. Et cette digue d'Ndjiamboula va du côté nord, à partir de Namien, jusqu'à Mboudoumit et jusqu'à Tanmen. C'est-à-dire que c'est vraiment pour protéger cette rivière qui est l'Imambe. À la fin du XVIIIe siècle, Ndjenapounmerne, il a maintenu les anciennes digues et il a encore les réseaux de digues étaient presque construits au temps d'Ndjenapounmerne. Et ces digues deviennent des démarcations, comme j'ai dit tout à l'heure, des démarcations territoriales qui servent à délimiter le territoire des groupes. Je prends un exemple. Parmi les groupes de la Varadjan, ceux qui sont au nord de l'eau, littéralement. Littéralement à Varadjan, mais la définition même de la Varadjan évolue suivant les périodes. À Varadjan, au temps d'Ndjemas Naval, commençait à partir d'Ndjanbevav. C'est-à-dire qu'au nord d'Ndjanbevav, c'est à Varadjan. Mais quand Ndjenapounmerne arrive au pouvoir, à Varadjan commence à partir de Tanzumbato, mais à partir de Dakadbaouk, c'est à Varadjan. Autre exemple de l'utilité de ces digues, c'est que les Tsimiamboula et les gens d'Anteirouk sont limités par la digue de l'Imambe. Autre groupe, encore dans le nord, les Tsmafout, c'est-à-dire les gens d'Ambouimang, et la Varadjan, je me suis promise de ne pas de m'étaler sur les Tsmiamboula, mais là, je suis obligée, rattrapée par la réalité. Les Tsmafouts d'Ambouimang et les Tsmiamboula d'Ilav sont séparés par la digue d'Anousmirmirn. Donc, c'est vraiment d'une utilité politique pour qu'on délimite le territoire de chacun, mais ça a aussi entraîné l'apparition ou l'organisation d'un nouveau corps de métier qu'on appelle les Piandfeflou, les gardiens de barrage. Quel était leur travail? C'est que ils ont pour tâche de contrôler les digues pour qu'il n'y ait pas débordement, pour qu'il n'y ait pas défection. Et au cas où il y a destruction des digues, ce sont les habitants qui habitent dans les territoires proches, avoisinants, qui sont punis par le roi parce qu'ils n'étaient pas vraiment attentionnés, ils n'ont pas assumé leur rôle de Piandfeflou. Donc, ils sont considérés comme l'origine du problème au cas où il y a une inondation. Et ils sont obligés de refaire de leurs propres moyens les digues existantes. Est-ce à partir du roi Ndjianzak, est-ce qu'on peut dire, du coup, tout au long de ces périodes d'aménagement, est-ce qu'on peut dire que le pouvoir repose en partie par le contrôle de l'eau? Ou est-ce que c'est trop raccourci de le dire? Si, on peut le dire, parce qu'il y a même des auteurs qui disent que les digues étaient l'une des bases géographiques de la monarchie myrne. C'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, la traite, c'était une source. Mais aussi, quand les habitants, les sujets ont de quoi manger, ils n'ont pas de problème. Parce que s'ils ont faim, ils vont dire que c'est le roi qui ne sait pas gouverner. Donc, les aménagements ont vraiment apporté une hausse de la productivité. Et ça a aussi entraîné l'apparition de mais de quelques impôts liés à ces aménagements-là parce que le roi ou la reine a besoin de ressources. Comment faire alors pour trouver d'autres moyens pour faire payer les taxes? Ralamb, il a institué ce qu'on appelle le Videnein et le Santabukach. Donc le prix de la vie. Et les prémices. Donc avec les différents aménagements qu'on vient de citer, les impôts sur les prémices se sont vraiment accrus.
parce que les rizières et tout le Betsemtat deviennent rizières à la fin. Mais donc à qui finalement, donc le souverain a le contrôle de l'eau, mais à qui il appartient véritablement? On ne peut pas privatiser les eaux. Les eaux restent dans le domaine Ménabé, c'est-à-dire dans le domaine royal. Et parce que c'est Ménabé, donc ça appartient à la direction, à la gouvernance directe du roi, mais le roi délègue ses pouvoirs par des sujets, par des gens qui sont censés contrôler. C'est que on ne peut, parmi les interdictions, c'est pour être clair, parmi les interdictions, ces gardiens de faits flous, les gardiens de digues, ont pour tâche de contrôler le partage des eaux, parce que pendant la période des prémices, pendant la période des répiquages, les manites, pendant la période des semences, les gens ont besoin d'eau, et il y a ceux qui ont tendance à avoir l'eau que pour eux, d'où la nécessité, d'où l'utilité et d'où le travail des piens de flou. Ce sont eux qui règlent la distribution. Donc, juste peut-être pour arriver jusqu'à la fin de ce podcast, vous avez parlé la riziculture était là pour justement résoudre plus ou moins, ou alors avoir une solution numéro 1 ou numéro 2 par rapport au problème à l'économie de traite. Est-ce que on peut dire, parce qu'on a 3 siècles d'histoire d'aménagement des eaux et bien plus, je crois, est-ce qu'on peut dire que les souverains mernes, finalement, ils sont parvenus à s'affranchir de cette économie de traite grâce à la riziculture, ou en fait, finalement, ils ne sont pas parvenus? Ils ne sont pas parvenus, mais quand je dis qu'ils ont trouvé l'idée de faire des travaux, de construire des digues, ça ne veut pas dire qu'ils vont laisser la traite. Le souci avec la traite, c'est que ça va entraîner une perte ou un départ massif de sujets. Et pourtant, les hommes l'homme fait partie des principales richesses d'un royaume, les ressources humaines. Donc, s'il n'y a pas de sujet, il n'y a rien à faire. Si on a tout vendu, il n'y a rien à faire. Donc, c'est que ils n'ont pas laissé la traite, mais ils ont la traite. Comment je veux dire? La traite ne satisfait que les grands du royaume. Pourtant, dans un royaume, il n'y a pas que des grands, les dignitaires, mais il y a aussi les sujets. Donc, pour avoir un pouvoir solide et tranquille, il faut trouver de la nourriture à la population. Il faut que la population, elle mange. C'est pas, peut-être c'est trop direct, mais c'est à peu près comme ça. Et pour trouver cette nourriture-là, c'est à la population elle-même de cultiver. Et pour la faire obliger de travailler, le roi va taxer la récolte après, parce que la terre appartient au domaine royal. Et c'est à partir d'Anjena Pulmer, ça a entraîné beaucoup de conséquences. Hein, parce que au temps d'Anjena Pulmer, il a institué des unités de mesure. Le terme vat, on a combien vat de badi. La taille d'une rizière se mesure au nombre de femmes qui font le repiquage. Par exemple, là, vous avez une rizière, oui, de quelle superficie? On ne dit pas 20 mètres carrés ou 50 mètres carrés, mais on dit c'est une rizière à peu près pour les 8 femmes qui vont faire le repiquage. Incroyable ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste aujourd'hui de cet héritage de plusieurs siècles dans l'aménagement, on va dire hydraulique, ou je sais pas. Est-ce que alors déjà à la fin du XVIIIe siècle, il y a un Anjena Pulmer. Est-ce que ça se poursuit au XIXe siècle? Au XIXe, pendant la période coloniale, même de nos jours, il y a un ministère de l'eau. Donc, je ne parle pas seulement de Tana là. Hein. L'eau, c'était vraiment l'eau fait, la présence ou l'absence de l'eau fait partie des causes ou des raisons de la réussite ou de la prospérité de certains royaumes.
Et même pendant la période coloniale, ces digues-là vont être entretenues, vont être refaites parce qu'il y a des digues qui n'étaient plus, comment je peux dire ça, des digues qui sont presque détruites. Et est-ce qu'il y a tu as dit est-ce qu'il y a quelque chose qui reste? Oui. C'est pas seulement il y a beaucoup de choses qui restent. Parmi ces choses qui restent, c'est que premièrement, même jusqu'à nos jours, l'eau reste une question fondamentale, cruciale même. Et l'autre idée, c'est que aménagement s'accompagne aussi d'une réglementation, parce qu'il ne suffit pas d'aménager et après tout le monde part. C'est-à-dire que c'est vraiment une solution pour un développement durable. Mais il faut que ça soit vraiment respecté et contrôlé. Et acté, justement. Est-ce que vous avez un dernier message pour nos auditeurs, justement, par rapport à cette question de l'eau et de l'aménagement? Peut-être, c'est pas un message, mais c'est une constatation. C'est que c'est peut-être pour soulager la population, surtout avec cette période de pénurie d'eau. C'est que le problème de l'eau ne date pas de maintenant. Le problème de l'eau date depuis la période royale. Les aménagements de l'eau des rizières et des plaines, des marais datent de la période royale. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas nier le développement. Mais pour un développement, maintenant, de nos jours, c'est peut-être le remblai. Mais je veux dire que j'insiste sur les problèmes d'accompagnement. Il faut d'abord étudier c'est où l'évacuation, c'est comment aménager, c'est où le bassin. Et aussi connaître le nombre. Parce que la digue construite au temps d'Anjianzak a été poursuivie ou étendue par ses successeurs. C'est-à-dire que le nombre de la population ne cesse d'augmenter. Donc peut-être de nos jours, il faut trouver une autre solution. Qui répondent à cette question démographique, justement. Voilà. Merci, Thur. Parfait. Bon, merci beaucoup, Revlal, pour cette intervention. Et on invite les auditeurs à écouter les autres podcasts dans cette série autour de l'eau. Merci. Merci.